J'avais été renversé par un train de la petite ceinture et blessé grièvement. Au sortir de l'hôpital, je partis en convalescence, seul, aux sources de Kinosaki, dans la région de Tajima. Si jamais la blessure de votre dos évolue en tuberculose osseuse, m'avait dit le médecin, cela pourrait vous être fatal. Mais rassurez-vous, il y a peu de risques. Il avait ajouté, si d'ici 2 à 3 ans, il ne se produit rien de tel, vous n'aurez plus à craindre de ce côté-là. Le plus important maintenant est de prendre bien soin de vous. Je décidai d'aller à Kinosaki. Je comptais y séjourner 3 semaines, voire 5 si j'en avais le courage. Dans ma tête, les idées restaient confuses. Je supportais difficilement les défaillances de ma mémoire. Pourtant, je retrouvais un calme qui m'avait fui durant toutes ces dernières années. Je me sentais détendu et serein. C'était l'époque où l'on commençait à rentrer le riz. Il faisait beau. J'étais seul, sans personne à qui parler. Je lisais, j'écrivais. Parfois, je restais assis sur une chaise sous la véranda de ma chambre et regardais distraitement la montagne, la route. Ou bien j'allais me promener. Ainsi passaient les journées. Il y avait au sortir de la ville un chemin qui se prêtait à ce genre de flânerie. Il montait doucement au long d'un petit torrent qui roulait au pied des montagnes. À l'endroit où il s'encaissait, on pouvait voir des truites en grand nombre. En regardant avec plus d'attention, on découvrait au fond, immobiles comme des pierres, de grosses écrevisses aux pattes couvertes de poils. J'allais souvent me promener sur ce chemin avant le dîner. Dans la fraîcheur piquante du soir, je marchais au long des eaux claires. Dans la solitude de ces montagnes d'automne, mes pensées étaient attirées au plus profond de soi-même et me portaient à la mélancolie. Toutefois, j'éprouvais une impression de calme, de plénitude. Souvent, je pensais à ma blessure. Il s'en était fallu de bien peu qu'aujourd'hui je ne repose sous la terre du cimetière d'Aoyama, bleuie, glacée, le visage figé, une plaie à la tête et une autre au dos, les corps de mon grand-père et de ma grand-mère étendus à mes côtés. Mais nous ne pouvions plus rien nous dire. Il était trop tard. Telles étaient les pensées qui se présentaient à moi. Bien qu'elles fussent morbides, je ne ressentais nul effroi. Quand cela arriverait-il? Jusqu'alors, quand cette question me tourmentait, je la repoussais, faute de réponse, vers un futur lointain et vague. Mais au long de ce torrent, je comprenais vraiment à quel point cette échéance m'était inconnue. Dans un livre consacré à Lord Clives que j'avais étudié au lycée se trouvait cette phrase « J'ai pu échapper à la mort certaine. Rien ni personne ne m'a tué, car j'ai une tâche à accomplir. » Grâce à cette détermination, il avait pu surmonter les épreuves auxquelles il avait été confronté. J'aurais voulu envisager les choses de la même façon que lui et conjurer ainsi les dangers qui m'assaillaient. Et il pouvait en effet m'arriver d'être animé d'une telle attitude. Mais mon cœur, étrangement, s'était apaisé. En moi, une sorte d'intimité avec la mort s'était formée. Je logeais au premier étage et n'avais pas de voisins. Ma chambre était plutôt calme. Souvent, quand j'étais là de lire et d'écrire, j'allais m'asseoir sous la véranda. On apercevait de tout près l'auvent qui protégeait l'entrée. Des planches fixées bord à bord recouvraient l'endroit où il venait s'appuyer sur la façade, et il semblait qu'un essaim y eût établi son nid. Quand il faisait beau, de grosses guêpes à l'abdomen rayé s'affairaient du matin jusqu'à l'approche du soir. Elles se glissaient par un étroit interstice puis se laissaient tomber sur l'auvent. Une fois là, elles frottaient soigneusement leurs antennes avec leurs pattes antérieures puis, de leurs pattes postérieures, lissaient leurs ailes. Ensuite, en règle générale, et même si quelques-unes semblaient vaguer ici ou là, elles déployaient aussitôt leurs longues ailes transparentes et s'envolaient en bourdonnant. Leur vol s'accélérait et se portait vers le fond du jardin, où venaient d'éclore des fleurs de yatsude. En proie à l'ennui comme je l'étais, je restais accoudé à la balustrade et observais leur incessant manège. Un matin, j'aperçus sur le toit une guêpe morte. Elle gisait là, les pattes ramassées sous elle, les antennes pendantes. Les autres n'y prêtaient aucune attention. Sans cesse, elles entraient et sortaient du nid, passant et repassant près de son cadavre,
parfaitement indifférentes. Dans leurs allées et venues, dans leur tourbillonnement, ces insectes manifestaient avec puissance la vie qui les habitait. Elle, inerte, recroquevillée sur elle-même, à cet endroit où, matin, midi ou soir, se portait mon regard, donnait tout aussi intensément le sentiment de la mort. Elle demeura ainsi 3 jours. Je la contemplais et éprouvais une sensation de paix. Tout cela était triste. Le soir, quand toutes les autres guêpes étaient rentrées au nid, il était pénible de voir son cadavre rester sur les tuiles froides. Pourtant je me sentais gagné par cette paix. Une nuit, il plut à flots. Au matin, le ciel était clair. Les feuilles, la terre, le toit, tout avait été lavé. Le cadavre de la guêpe n'était plus sur les tuiles. Les autres guêpes s'affairaient avec ardeur comme à l'accoutumée. L'insecte mort, lui, avait dû être entraîné dans la gouttière et de là charrié sur le sol. Il gisait quelque part, dur, les pattes rétractées, les antennes tordues, peut-être couvert de boue. Jusqu'à ce qu'un élément extérieur ne le déplace, il resterait ainsi, immobile. Peut-être les fourmis viendraient-elles l'emporter. Quoi qu'il en soit, cette grande paix lui était impartie. Cette guêpe qui avait tant et tant travaillé maintenant ne bougeait plus. Et la tranquillité qui émanait de cet état de choses me pénétrait. Quelque temps auparavant, j'avais écrit une nouvelle intitulée « Le crime de Han ». Je décrivais comment un Chinois, jaloux de sa femme du fait d'une liaison qu'elle avait eue avant leur mariage avec un de ses amis, un sentiment d'oppression exacerbant cette jalousie, en était venu à la tuer. Ce court récit était centré sur le personnage de Han et sur ses émotions. À présent, j'imaginais de le réécrire en prenant pour thème principal les sensations éprouvées par cette femme et de montrer la paix qui était la sienne après son assassinat, dans le repos de la tombe. Je pensais intituler cette nouvelle « L'assassinat de la femme de Han ». Si je n'ai pas écrit ce récit, j'en ressentais pourtant à ce moment-là la nécessité. Mais de tels sentiments étaient par trop étrangers à ceux du personnage principal du roman que je poursuivais alors, et finalement je ne pus mener à bien ce projet. Le cadavre de la guêpe avait été emporté. Il avait disparu de cet aspect du monde qui m'était perceptible. Peu de temps après, un matin, je quittais l'auberge. J'avais prévu de longer la rivière Maruyama et de pousser jusqu'au parc d'Higashiyama pour aller voir l'estuaire. À partir d'Ichinoyu, un ruisseau coule au beau milieu du chemin et ce, jusqu'à la rivière. Un peu plus loin, des gens étaient attroupés sur la berge et sur le pont. Ils criaient et s'agitaient en regardant quelque chose dans l'eau. C'était un gros rat que l'on avait jeté dans la rivière. De toutes ses forces, il nageait et essayait de se sauver. Un harpon d'une 20aine de centimètres lui traversait le cou de part en part. On en voyait dépasser un bout au-dessus de la tête et un autre sous la gorge. Le rat tentait de se hisser sur le muret de la rive. Quelques enfants et un homme d'une 40aine d'années, un tireur de pouce-pouce, lui jetaient des pierres sans l'atteindre pour autant. Les projectiles ricochaient avec un bruit sec contre la paroi du muret. Les badauds riaient aux éclats. Enfin le rat parvint à engager ses pattes de devant dans une anfractuosité entre 2 pierres. Mais quand il essaya de s'y glisser, le harpon s'accrocha. Le rat retomba à l'eau. Il tentait à tout prix d'échapper à la mort. Pour nous, sa physionomie était indéchiffrable, mais à ses mouvements on devinait immédiatement qu'il luttait avec la force du désespoir. Comme s'il avait compris que la fuite était son seul salut, il se dirigea vers le milieu de la rivière. Les enfants et le tireur de pouce-pouce, de plus en plus excités, lui lancèrent des pierres. Non loin de là, devant le lavoir, 2 ou 3 canards qui nageaient de ce côté en quête de nourriture tendirent le cou, ahuris. Les unes après les autres, les pierres tombèrent dans l'eau. Apeurés, les canards, la tête en avant, nagèrent à toutes pattes vers l'amont de la rivière en criant. Je ne voulus pas assister aux derniers instants de ce rat. Il ne devait pas avoir été atteint par les jets de pierre. L'image de cet animal qui, voué à la mort, luttait jusqu'à l'épuisement de ses forces pour s'enfuir, restait gravée en moi. La tristesse et le dégoût m'assaillaient, mais les choses étaient ainsi. Au seuil de cette paix à laquelle j'aspirais, je trouvais abominable l'existence d'une telle souffrance. Même si cette paix d'après la mort me devenait familière,
J'étais effrayé par cet acharnement ultime à vouloir, quand même, survivre. Les animaux ne peuvent concevoir le suicide et doivent donc jusqu'au trépas continuer à lutter désespérément. Et si je m'étais trouvé confronté au même péril que ce rat, qu'aurais-je fait? N'aurais-je pas comme lui tout tenté? Je devais convenir que lors de mon accident, mes réactions avaient été du même ordre. Je m'étais efforcé de faire ce qu'il fallait. J'avais décidé moi-même de l'hôpital, du chemin pour m'y rendre et, envisageant le cas où le médecin n'aurait pas été là, craignant que rien ne fût prêt et que l'on ne pût m'opérer sur le champ, j'avais demandé que l'on téléphonât tout de suite. Qu'à demi conscient comme je l'étais, mon cerveau eût continué de fonctionner en se préoccupant seulement de ce qui était à ce moment le plus important, cela m'apparaissait comme profondément troublant. Une question m'obsédait. Cette blessure devait-elle m'être fatale? Aussi étais-je surpris, dans ces circonstances, de n'être pas assailli par la peur de mourir. J'avais demandé à un ami qui se tenait à mon chevet « Qu'a dit le docteur? Est-ce mortel ?» Il m'avait répondu que non. Et dès que j'avais entendu ces mots, je m'étais senti mieux. La joie avait fait naître en moi une vitalité nouvelle. Comment aurais-je réagi s'il m'avait signifié que mon état était désespéré? Je ne parviens pas à l'imaginer. Sans doute aurais-je accusé le coup. Mais je ne crois pas que, comme on pourrait le supposer, j'aurais été gagné par l'angoisse de mourir. Même si j'avais dû entendre ce verdict, j'aurais eu la conviction d'en réchapper. J'aurais lutté jusqu'au bout. Dans cette opiniâtreté, rien ne me différenciait du rat. J'essayais d'imaginer mes réactions si je devais maintenant subir à nouveau pareille épreuve, et il m'était évident qu'elles seraient toujours les mêmes. En de tels moments, nos espérances n'exerçaient aucune influence sur la réalité, et qu'une telle influence existât ou non revenait au même. Il s'agissait de choses contre lesquelles en fait nous ne pouvons rien. Peu de temps après ces événements, un soir, je quittais la ville pour suivre un chemin qui montait au long du torrent. Juste avant le tunnel, une fois franchi les voies de la ligne de Sanine, le passage devenait plus étroit, la pente plus raide. Le cours du torrent se faisait plus impétueux. On ne voyait plus âme qui vive. Je songeais à m'en retourner, mais, pour autant que les détours du chemin me fussent encore perceptibles, je continuais à progresser. Les alentours se teintaient d'un blanc laiteux et je sentais la fraîcheur de l'air sur ma peau. J'étais impressionné par le calme profond qui régnait en ces lieux. Un mûrier se dressait au bord du chemin et seul, sous une branche, une feuille frémissait d'un mouvement continu. Il n'y avait pas de vent, et hormis le torrent, tout reposait dans la quiétude. Seule, cette feuille, sans cesse, continuait de frissonner. J'étais stupéfait, et même légèrement inquiet. Poussé par la curiosité, je m'avançai au-dessous de la branche et regardai. Le vent se mit à souffler, la feuille s'immobilisa. Je percevais la cause de ce phénomène. Il m'apparaissait que quelque chose m'avait permis de mieux comprendre tout cela. Peu à peu l'ombre gagnait alentour. Cette marche était sans fin. Toujours se profilait un nouveau tournant vers lequel portaient les pas. Je décidai donc de m'arrêter et de rebrousser chemin. Je laissai mon regard errer sur la rive. Près de l'autre bord, sur une large pierre plate qui dépassait de l'eau, je distinguai quelque chose de noir et de petit. C'était une salamandre, encore toute mouillée. Elle était d'une belle couleur. Immobile, la tête en bas, elle regardait l'eau filer sous le rocher. Les gouttes qui tombaient de son corps dessinaient un court filet luisant sur la pierre sèche. Sans raison précise, je m'agenouillai et me mis à l'observer. Ces animaux ne m'inspiraient plus le dégoût d'autrefois. Les lézards me semblaient plutôt sympathiques, alors que les geckos ne m'inspiraient que répulsion. Mais je n'avais pas pour les salamandres de sentiments de cette sorte. Une dizaine d'années auparavant, sur les bords du lac Hachi, où j'avais souvent l'occasion de me rendre, j'avais remarqué que ces animaux se rassemblaient en grand nombre à l'endroit où se déversaient les canalisations des auberges, et j'avais éprouvé alors la sensation qu'il m'eût été intolérable d'être une salamandre. J'essayais d'imaginer mon comportement, si pareille métamorphose avait dû se produire, et cette pensée revenait chaque fois que je voyais l'une de ces bêtes. Aussi les avais-je prises en horreur. Mais maintenant il n'en était plus de même. Je voulus lui faire peur et la faire plonger dans le torrent. Je l'imaginais se tortillant maladroitement pour se mouvoir. Toujours accroupi,
Je ramassais un petit galet et le lançais. Je ne visais même pas. Je suis d'ailleurs si maladroit à ce genre d'exercice que l'idée ne m'en serait pas venue. Le galet ricocha sur la pierre pour tomber dans le torrent. Au même instant, dans le bruit sec de l'impact sur la roche, la salamandre fit un bond d'une dizaine de centimètres sur le côté. Elle recourba sa queue, puis la darda. Je regardais, surpris, et me demandais ce qui avait bien pu se passer. D'abord, il m'apparut comme tout à fait improbable que la pierre l'eût atteinte. Sa queue, tout à l'heure dressée, retomba doucement. Elle écarta ses pattes antérieures en les crispant pour ne pas glisser sur la pente du rocher. Ses doigts s'enroulèrent sur eux-mêmes. Elle s'affaissa. Sa queue reposait sur la roche. Plus un mouvement n'émanait d'elle. Elle était morte. J'eus conscience d'avoir commis un acte navrant. Il m'était arrivé de tuer des insectes. Pourtant, avoir provoqué la mort de cet animal sans en avoir eu aucunement l'intention me remplissait d'une étrange sensation de dégoût. Tout cela était de mon propre fait, et cependant il n'y avait là que l'œuvre du hasard. Pour la salamandre, cette mort avait été parfaitement inattendue. Je restais là, accroupi et immobile. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus à présent qu'elle et moi. Il me semblait d'être devenu le corps de cette salamandre. Je ressentais de la pitié, et en même temps la tristesse m'étreignait. La tristesse de ce qui vit. Par le fait du hasard, je n'étais pas mort et, tout aussi fortuitement, la salamandre, elle, avait été tuée. Navré, je m'en retournai vers l'auberge. Je ne discernais pratiquement plus le chemin. Au loin apparaissaient les lumières qui marquaient l'entrée du bourg. Qu'était devenue la guêpe morte? Déjà les pluies avaient dû la faire disparaître dans la terre. Et du rat, qu'était-il advenu? Peut-être charrié vers la mer, son cadavre gonflé avait-il été rejeté sur la côte, avec les immondices de toutes sortes. Et moi qui n'étais pas mort, je marchais. Telles étaient mes pensées. Face à tout cela, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver de la gratitude, et pourtant je ne sentais pas sourdre en moi la joie. Être en vie, être mort n'étaient pas deux choses contraires. J'avais le sentiment qu'il n'y avait pas là une bien grande différence. Il faisait très sombre, et seules les lueurs, au loin, demeuraient encore perceptibles. La sensation de fouler le sol, dissociée comme elle l'était d'avec la vue, perdait toute vérité. Seul mon cerveau continuait pleinement de fonctionner, et cela aussi concourait à renforcer en moi l'impression de détachement. Au bout de 3 semaines, je partis. Plus de 3 années ont maintenant passé depuis tout cela. Il n'est qu'à la tuberculose que j'ai pu échapper.